Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Très bonne matinée sur France Bleu Gironde. Chaque mercredi, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accompagnent dans toutes les grandes étapes de votre vie, avec les questions de contrat de mariage, d'héritage, de succession, l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Les questions, évidemment, elles sont nombreuses sur les testaments, la transmission, l'optimisation fiscale. Et notre expert ce matin, c'est Maître Thomas Bugeaud. Bonjour Maître. Bonjour. Notaire à Blanquefort. Bonjour. Avec vos appels au 05 et vos questions, donc au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Donc Maître Thomas Bugeaud, notaire à Blanquefort, vous répond en direct ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas donc dès maintenant sur France Bleu Gironde, Maître Thomas Bugeaud avec la Chambre des notaires de la Gironde. Et beaucoup de questions, Maître, ce matin, y compris sur nos réseaux sociaux. On a Olivier à Cestas qui nous écrit: je suis en train de construire sur un terrain enclavé et je voudrais créer une servitude pour faire passer des canalisations d'eau mais aussi circuler par le bout du terrain de mon voisin. Quels sont vos conseils et est-ce que mon voisin peut s'y opposer? Voilà pour Olivier à Cestas, un premier cas concret sur ces servitudes qui sont pas faciles à mettre en place. Alors Olivier, afin de pouvoir bénéficier d'un accès à votre terrain sur lequel vous envisagez de construire, il faudrait demander l'accord écrit de votre voisin pour constituer une servitude. Le terrain du voisin sera le fonds servant, c'est-à-dire le fonds qui subit la servitude, et votre propriété sera le fonds dominant, c'est-à-dire la propriété, le fonds qui utilise la servitude. Cette servitude, à mon sens, devra nécessiter la rédaction d'un acte notarié pour constater l'existence et la rendre opposable au tiers, donc pour la publier aux hypothèques. Et du coup, il faudra indiquer dans l'acte les modalités d'utilisation de cette servitude, bien la définir le plus précisément possible pour pas qu'elle soit contestée ni contestable. Et du coup, indiquer si elle porte juste sur un accès également sur l'implantation des réseaux et qui supportera bien sûr le coût d'utilisation de cette servitude. Une servitude a une valeur. Comment est-ce qu'on définit la valeur d'une servitude? Alors la servitude, en fait, on la définit surtout par l'utilisation et voilà, c'est essentiellement l'utilisation de la servitude qui va fixer la valeur. Donc c'est une entente, c'est conventionnel, c'est entre les parties. Ouais, donc déjà il faut avoir deux voisins qui a priori se parlent, s'entendent et sont prêts à avancer, à trouver des solutions. Pour mettre fin à une servitude, c'est possible aussi? Oui, si elle a été constatée dans un acte notarié, il faudra faire un nouvel acte notarié pour la supprimer. Voilà pour Olivier à Cestas sur ces questions de servitude. Et puis on recommande évidemment à tous ceux qui nous envoient des questions ou qui nous appellent, rapprochez-vous évidemment de votre notaire. Les consultations chez les notaires évidemment sont toujours très utiles et gratuites. On le rappelle, le conseil du notaire est gratuit. Ce sont les actes qui sont payants. Donc poussez la porte des études. 05 56 19 10 10, Maître Thomas Bugeaud, notaire et qui représente la Chambre des notaires de la Gironde, qui vous répond ce matin. Sandrine à Libourne. Avec une question, Sandrine qui nous dit: un usufruitier peut-il vendre sa part d'un bien en indivision sans l'accord du nu propriétaire? Alors imaginons, je ne sais pas, peut-être que Sandrine possède en indivision un bien avec des frères et sœurs et l'un des parents est nu propriétaire. Est-ce qu'elle peut vendre sa part sans l'accord du nu propriétaire? Alors, l'usufruit est un droit viager, c'est-à-dire c'est un droit qui normalement est naturellement, sauf cas particulier, au décès de l'usufruitier. C'est le principe du droit viager. Il peut être constitué des usufruits temporaires, c'est un cas un peu plus particulier et un peu plus marginal. Pour céder son usufruit, moi je dirais qu'à mon avis, c'est pas un cas fréquent, bien entendu. Il faut, à mon sens, avoir aussi l'accord du nu propriétaire, parce que c'est un droit qui est personnel. Donc céder un usufruit seul,
ça me paraît un peu compliqué. Mais juridiquement, à ma connaissance, aucun texte ne s'y oppose. Ouais, y a des familles où ça ne parle pas non plus beaucoup, donc pour avoir l'accord du nu propriétaire, il faut peut-être aussi apprendre à se... Ce serait préférable d'avoir l'accord du nu propriétaire, ou au moins qu'il soit informé de la mutation. Bon, voilà pour Sandrine. À Libourne, dans un instant, des questions qui concernent les assurances vie et les assurances décès, et puis des projets d'achat, premier achat immobilier pour Antoine à Blanquefort, qui a une question à vous poser ce matin. Maître Thomas Bugeaud, qui est notaire à Blanquefort et qui représente ce matin la Chambre des notaires de la Gironde jusqu'à 10h. Toutes vos questions dès maintenant, 05 56 19 10 10. Questions au notaire comme chaque mercredi sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Profitez-en ce matin, vos questions au notaire maître Thomas Bugeaud, qui est notaire à Blanquefort, est là pour répondre à vos questions, vous conseiller au 05 56 19 10 10. Frédéric à Bordeaux, vos messages également via nos réseaux sociaux. Frédéric qui nous dit: je suis en train de réfléchir à préparer ma succession. Et Frédéric voudrait savoir quelle est la différence. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. La différence entre assurance vie et assurance décès. C'est pas très clair tout ça. Maître Bugeaud. Alors, c'est vrai que c'est une question que se posent énormément les personnes. Alors, l'assurance vie, alors les deux sont souscrits du vivant d'une personne, bien entendu, et elles sont l'assurance décès est en principe dénouée par le décès du souscripteur. Le souscripteur, c'est celui qui conclut le contrat. Dans le contrat, donc, il y a des bénéficiaires qui toucheront une somme d'argent au décès de la personne. Voilà, au décès, donc en fait, c'est un contrat multipartite entre guillemets, mais sauf qu'il est souscrit uniquement par le souscripteur avec la compagnie. Et il y a un bénéficiaire qui est désigné avec éventuellement des bénéficiaires de substitution et qui seront bénéficiaires bien sûr au décès du souscripteur, d'accord, puisque le contrat est dénoué par le décès du souscripteur. Et pour l'assurance vie? Et pour l'assurance vie, alors l'assurance vie, on peut faire des retraits du vivant du souscripteur, et si elle n'est pas dénouée avant le décès du souscripteur, si elle n'est pas dénouée avant le décès du souscripteur, elle sera dénouée par son décès. D'accord. Les aspects fiscaux, puisque souvent on souscrit ces assurances vie et assurances décès pour des raisons d'optimisation fiscale. Est-ce qu'il y a un système entre l'assurance vie et l'assurance décès qui est fiscalement plus avantageux? Pour l'assurance vie, l'intérêt c'est que en fonction de plusieurs paramètres, des dates de souscription, de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes, il peut y avoir une fiscalité plus ou moins intéressante. Alors, notamment pour les plus anciens contrats avant les années 90, on va dire, pour synthétiser, il y a une fiscalité très intéressante. Les contrats peuvent même être exonérés totalement, mais il y en a de moins en moins de ce type de contrats. Pour les contrats plus récents, bien souvent, les contrats ont été souscrits donc récemment, mais des primes ont été versées après le 70e anniversaire du souscripteur, et du coup, il y a une fiscalité un peu moins avantageuse, mais il subsiste néanmoins un abattement de 30 500 € sur l'intégralité des contrats souscrits. Ce qui n'est pas négligeable. On va continuer à parler d'argent avec Antoine à Blanquefort. Antoine qui a un projet de premier achat immobilier et qui nous dit, avec l'augmentation des taux, c'est vrai que les taux là font des petits bond vers le haut, et Antoine nous dit ça devient, avec cette augmentation des taux d'intérêt, ça devient dur d'emprunter. Et Antoine dans son message nous dit: j'ai entendu parler de crédit vendeur. Est-ce que vous conseillez ou pas cette formule? C'est quoi le crédit vendeur? Alors, crédit vendeur, mon vendeur va me faire crédit? C'est ce qu'on peut supposer. Alors, c'est pas un terme très juridique, qu'on emploie dans le jargon, mais on peut supposer que par cette appellation, en fait, le prix n'est pas en totalité ou n'est que partiellement payé lors de la signature de l'acte authentique de vente. Donc, le tout est de garantir le vendeur qui sera payé de ce que lui doit l'acquéreur ou du solde. Voilà. D'accord. Donc, il faut que le vendeur se ménage des garanties afin qu'il soit assuré d'être payé. Notamment, c'est pas casse-gueule, ça, quand même? C'est pas très recommandé. On n'aime pas trop ça, mais bon, si on est dans une relation de confiance et que l'acquéreur est solvable, il n'y a pas de raison. D'un autre côté, si l'acquéreur est solvable, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas obtenir son prêt. Donc, on peut s'interroger sur ce procédé. Ça se fait plutôt quoi? En famille? Même pas. C'est très rare.
pas souvent ça se fait plus pour les ventes d'immeubles à construire, parce que ce sont des ventes qui sont payées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et le solde du prix qui n'est pas payé comptant le jour de la signature de l'acte est garanti par ce qu'on appelle l'inscription de privilège de vendeur. Donc, les formules, donc c'est une sorte d'hypothèque sur le bien. Crédit vendeur, c'est une formule que globalement les notaires déconseillent. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Donc pour Antoine, il faudra peut-être trouver une autre solution, et on va rester justement dans les investissements, les achats immobiliers. Caroline à Pessac, les conditions, qui voudrait avoir à nouveau les conditions pour se rétracter après la signature d'un compromis de vente. Alors l'acquéreur, motif, délai, etc. Voilà, l'acquéreur qui a signé un compromis d'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation a légalement une faculté de rétractation de 10 jours. C'est un délai légal. Donc une fois qu'il a signé son compromis de vente, le notaire, en principe, lui envoie en recommandé avec accusé de réception papier ou en recommandé électronique ou contre récépissé le compromis qu'il a signé, toutes ses annexes. À partir du lendemain du jour de la réception, il peut se rétracter dans les 10 jours. Voilà. Il doit envoyer un courrier recommandé au notaire pour indiquer sa rétractation, les modalités. Ça doit être motivé, il y a des motifs valables. Toutes les modalités de rétractation sont en principe indiquées dans le courrier d'envoi indiqué que conformément à l'article, il me semble de mémoire, c'est l'article L271.1 du Code de l'urbanisme. Il faut viser l'article et indiquer que j'use de ma faculté de rétractation conformément à ces dispositions. Bon. Et du coup, la rétractation est opposable et valable. Voilà. Après, on peut se rétracter si l'une des conditions suspensives prévues dans le compromis de vente, notamment l'obtention d'un crédit, n'est pas réalisée aux conditions du compromis de vente. Vos questions ce matin à notre notaire, maître Thomas Bugeaud, notaire à Blanquefort, qui représente la Chambre des notaires de la Gironde. 05 56 19 10 10. On prend Richard au téléphone. Richard qui est avec nous depuis le Taillan-Médoc. Bonjour Richard, on vous écoute avec maître Bugeaud. Bonjour à vous. Une petite question. Bonjour Richard. Suite à décès d'une belle-sœur, on a donc hérité de sa succession, donc d'une somme, la vente de son appartement, qui a été divisée par le nombre de ses frères et sœurs. Donc on a eu à peu près chacun 15 ou 16 000 euros. Je voulais savoir si c'était imposable, cette somme qu'on a reçue. Alors c'est imposable en principe. Si vous avez hérité de cette somme dans le cadre d'une succession, il y a dû avoir la succession qui a dû être réglée. Oui. Et de ce fait, si vous avez éventuellement payé des taxes, donc des droits de succession, dans le cadre du règlement de cette succession. Exactement. Donc les taxes, vous les avez payées à ce moment-là, si vous voulez. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, Richard, c'est la question. On ne doit pas les rajouter à notre déclaration. Vous n'avez pas d'impôt en plus à rajouter puisque vous les avez payés au moment de la succession. Ok. Très bien, oui, donc tous ces taxes qu'on a payées là, chez le notaire, c'est... Et vous avez même éventuellement payé sur la vente un impôt de plus-value. S'il y avait un délai important entre la vente, la succession et la vente. Non, parce qu'on l'a vendu moins cher. Ah oui, bon. Donc à ce moment-là, forcément, si vous avez vendu à un prix inférieur à ce qui avait été indiqué dans la succession, il est vraisemblable qu'il n'y ait pas dans la déclaration de revenus de Richard en termes de revenus supplémentaires qui pourraient faire augmenter ses impôts. Mais il faudra déclarer dans votre déclaration d'impôt sur le revenu le montant de la plus-value exonérée, même si elle est exonérée. Oui, enfin, s'il y a une plus-value. Même s'il n'y en a pas. C'est ce que prévoit le texte. Le montant de la plus-value exonérée, ça, il faudra vous demander à votre notaire le montant de la taxe... Eh oui. Mais s'il n'y a pas de plus-value... Oui, mais quand même, il faut l'indiquer dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. Ah, donc il faut indiquer qu'il n'y a pas eu de plus-value, alors. Exactement. D'accord, ok. Tout est clair, Richard ? Merci à vous. Bonne journée au Taillan-Médoc. Merci beaucoup. France Bleu Gironde, à votre service. Il vous reste 10 minutes pour poser vos questions à maître Thomas Bugeaud, qui représente la Chambre des notaires de la Gironde. Armand à Bordeaux, maître, pouvez-vous me réexpliquer la différence entre réserve héréditaire et quotité disponible ? Quelle incidence dans une succession, nous dit Armand. Et il y a un second volet où Armand nous dit, est-ce que je peux revenir sur une renonciation anticipée ? On va reprendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, différence entre réserve héréditaire et quotité disponible. Alors la réserve héréditaire et la quotité disponible, donc c'est défini dans le Code civil, bien sûr,
qui date de 1804. La réserve héréditaire, c'est la part des biens dont une personne ne peut disposer librement. Donc ça veut dire qu'elle peut pas en faire ce qu'elle veut. Donc ça revient à la réserve, c'est la part de la succession qui revient obligatoirement aux héritiers, aux enfants. D'accord. Voilà, c'est même aux enfants spécifiquement. La quotité disponible, c'est justement la part des biens dont on peut faire ce qu'on veut. Elle dépend en principe du nombre d'enfants. Si vous avez un enfant, la réserve héréditaire est de moitié et la quotité disponible de moitié. Si vous avez 2 enfants, la réserve héréditaire est d'un tiers pour chaque enfant et la quotité disponible d'un tiers. Et ça continue jusqu'à partir de 3 enfants. La quotité disponible d'un quart. Et la réserve de chaque enfant dépend du nombre d'enfants qu'il y a en fait. Voilà, donc une incidence importante dans une succession. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas déshériter ses enfants, parce qu'ils ont cette réserve héréditaire qui leur permet de bénéficier obligatoirement de la succession. Ok, réserve héréditaire pour les héritiers et la quotité disponible donc pour qui on veut. Pour qui on veut. Voilà. Et dans la question d'Armand, il vous demande, maître, est-ce que je peux revenir sur une renonciation anticipée ? Alors, une renonciation anticipée. Qu'est-ce que c'est que la renonciation anticipée ? Alors, si c'est bien une renonciation anticipée à l'action en réduction, ce qu'on appelle la RAR, alors elle est faite par acte notarié. C'est pas quelque chose, c'est vrai, qui est fait couramment. À mon sens, je pense pas qu'on puisse revenir dessus. C'est une question un peu inhabituelle, je vous cache pas. Et ça mériterait des recherches, puisque on voit pas beaucoup de renonciation à la renonciation, du coup, c'est ça. D'accord, mais donc quand on renonce, c'est définitif, a priori, on peut pas revenir sur la décision. Oui. Bon. Thierry à Arcachon, on va plonger dans le monde magique des indivisions. Quels sont vos conseils, maître, pour bien organiser ? Alors attention, la question de Thierry, elle est compliquée. Organiser, alors une indivision temporaire, mais qui, d'après Thierry, pourrait être appelée à durer. Voilà, c'est vrai que des indivisions temporaires, il y en a. Oui. Un héritage, une grosse maison, c'est pas trop ce qu'on va en faire. Dans un premier temps, on reprend tout ça en indivision et on se dit ça va durer peut-être 2 ans, 3 ans, puis finalement ça s'étale dans le temps. Alors l'indivision, elle est organisée par le Code civil. L'indivision, elle peut être conventionnelle ou elle peut être entre guillemets forcée, c'est-à-dire que du fait, par exemple, d'un décès, on se retrouve dans une situation d'indivision alors qu'on n'avait pas anticipé cette situation. Quand elle est conventionnelle, ça veut dire qu'on l'organise conventionnellement entre les indivisaires. Alors, on pourrait éventuellement être dans une indivision forcée et organisée par la suite. Ouais. Une indivision conventionnelle, pourquoi pas, et à ce moment-là faire un acte, ce qu'on appelle une convention d'indivision, pour organiser l'indivision et fixer un peu la règle du jeu de cette indivision. Mais il n'y a pas différents types d'indivision. Cette indivision, elle est au cas par cas, mais elle s'inscrit dans Alors, en fait, l'indivision, elle est légale puisque le Code civil fixe un peu les règles d'organisation de l'indivision, mais on pourrait l'organiser par la suite en fixant des règles un peu particulière pour l'indivision qu'on souhaite maintenir. Oui, ou si on souhaite en sortir aussi. Exactement. Là aussi, et pour les modalités de sortie de cette indivision, tout à fait. On arrive au bout de l'émission. Il y a une question de Joël de La Réole. On parlait tout à l'heure des fêtes de fin d'année qui approchent et Joël nous dit « Je voudrais donner un peu d'argent à mes enfants. Est-ce que je dois déclarer ces dons ? Quelle est la différence entre ce qu'on appelle un don manuel et un présent d'usage ?» Alors le présent d'usage, alors c'est quelque chose qui permet de récompenser pour une occasion particulière. J'ai eu mon bac, mon grand-père me donne une somme d'argent. Mon bac, c'est mon anniversaire. Ouais. Une occasion particulière, on peut faire un cadeau, mais ça doit correspondre. Alors il y a plusieurs critères, et notamment la faculté de celui qui donne. Enfin les revenus, etc. On prend en compte toutes ces données-là. Si vous avez un revenu de 1 000 € et que vous donnez 5 000 €, là c'est pas un présent d'usage. Là le fisc va se poser des questions. Voilà, on passe plus sur une donation qu'il faudra déclarer. Alors si c'est une donation de somme d'argent, on peut simplement faire une déclaration sur un imprimé qu'on appelle CERFA, qui sont disponibles sur le site impôt.gouv. Mais je vous invite, pour d'autres raisons juridiques, à passer voir votre notaire qui vous conseillera plus précisément, parce qu'il faut avoir un aperçu plus global de votre situation financière et familiale. Merci beaucoup maître Thomas Bugeaud pour tous ces conseils, et puis merci pour vos appels et vos questions sur les réseaux sociaux, et puis rapprochez-vous évidemment de votre notaire près de chez vous, et rendez-vous tous les mercredis avec la Chambre des notaires de la Gironde sur France Bleu Gironde. Merci maître et bonne semaine. Merci. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde.
du lundi au vendredi de 9h à 10h.